Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents en si grand nombre aujourd'hui. Les coordonnatrices régionales et nationales de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées sont très heureuses de vous accueillir pour cette conférence présentée en collaboration avec le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREGES, intitulée Personnes aînées potentiellement victimes et auteurs présumés de maltraitance sexuelle, que nous dit la littérature. La maltraitance sexuelle envers les personnes aînées est un enjeu majeur, sensible et pourtant encore largement méconnu. Malgré sa reconnaissance comme problème de santé publique à l'échelle internationale, le reste, elle reste sous-documentée, sous-dévoilée et souvent sous-estimée. Pourquoi? Parce que les tabous sont tenaces, parce que le malaise est réel, parce que pour les victimes comme pour les intervenants, les mots sont parfois difficiles à trouver. Et pourtant, il faut les dire, il faut les entendre. Intervenir dans un contexte de maltraitance sexuelle, c'est parfois naviguer dans une zone grise où les émotions sont vives et les enjeux humains immenses. C'est aussi parfois en question nos propres perceptions de la sexualité, du consentement et de la vulnérabilité à un âge avancé. Merci d'être ici, de vous informer, de vous étiller. Avant de céder la parole à nos conférencières, voici quelques informations importantes concernant le déroulement de la rencontre. Alors, premièrement, le webinaire sera enregistré et disponible en rediffusion sur le site du CREGES. La présentation ne sera pas rendue disponible. Aucune attestation non plus de participation ou de formation ne sera octroyée. Une période de 15 minutes suivra la conférence. Les questions via le clavardage seront privilégiées. Puis, s'il y en a trop en cas de grand nombre, là, il y aura un tri aléatoire qui sera effectué. Alors donc, nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui Sabrina Lessard, chercheure d'établissement au CREGES et professeure associée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Bonjour. Annie Bernatchez, docteur en sociologie, spécialiste des mouvements sociaux et de l'épistémologie. Elle est professeure à temps partiel à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Bienvenue. Noémie Giguère est agente de planification de programmes et de recherche au CREGES dans le domaine d'expertise pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de vouloir partager votre expertise avec autant de générosité. C'est à vous. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Vous voyez bien? Je présume que oui. Oui, absolument. Très bien. Oui, je ne vois pas. Merci d'être ici aujourd'hui en si grand nombre. Vous provenez de différents horizons et différentes régions, mais vous avez en commun d'être intéressé par le sujet sensible duquel nous allons parler aujourd'hui, la maltraitance envers les personnes aînées. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sont les résultats très importants de recherches documentaires qui sont en cours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poursuivre avec l'introduction que ma collègue Audrey Walsh a très bien fait juste avant. Pour vous rappeler que la maltraitance sexuelle envers les personnes aînées constitue un type particulièrement préoccupant de maltraitance, encore largement méconnu, insuffisamment étudié. Et ce type de maltraitance s'inscrit aussi dans un contexte sociétal profondément marqué par l'agisme, qui va se manifester entre autres à travers des attitudes et des pratiques discriminatoires envers ces personnes aînées. S'inscrit aussi dans un contexte sociétal où il va exister la mise en marge assez difficile pour bien que la sensibilisation générale concernant la maltraitance envers les personnes aînées ait progressé ces dernières années, et nous en sommes très heureuses, bien entendu, la maltraitance sexuelle demeure un phénomène souvent mal compris et encore trop rarement abordé. Donc, cette présentation vise vraiment à mettre en lumière les résultats des revues de littérature visant à consolider les connaissances actuelles sur les auteurs de maltraitance sexuelle et sur les personnes potentiellement victimes qui vivent à domicile ou en milieu de vie.
Avant de débuter, j'aimerais commencer par une citation. Déjà en 1991, dans une étude sur la formation concernant la maltraitance sexuelle, un chercheur publiait que plusieurs travailleurs de protection que ce n'est qu'avec du recul qu'ils ont reconnu que certains de leurs anciens clients aînés comme étant des victimes d'abus sexuels. Bien que cette citation ait près de plus de 30 ans, elle semble toujours refléter des préoccupations d'actualité et surtout un enjeu de taille qui concerne l'absence de connaissances peut mener à la non-reconnaissance de la maltraitance sexuelle chez les personnes aidées. Donc, ce qu'on espère avec cette présentation, c'est de permettre une certaine sensibilisation à la maltraitance sexuelle envers les personnes aînées, mais aussi, on espère réellement contribuer à l'amélioration des connaissances à ce sujet. Donc, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous présenter, on va débuter par le contexte de la revue de la littérature. On va aussi aborder le contexte des situations de maltraitance sexuelle en discutant des auteurs, des personnes victimes. On va discuter également des indices qui permettent le repérage de personnes potentiellement victimes, les enjeux liés au dévoilement. On va aborder quelques pistes d'intervention et puis aussi quelques considérations futures à la fois pour l'intervention et pour la recherche. Et puis finalement, on va terminer avec une proposition pour faire du recrutement auprès de vous, cher public, pour un projet de recherche qu'on mène sur ce phénomène. Donc, ce projet fait partie du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027. Plus précisément, ce projet vise l'objectif 2.3 qui est de sensibiliser et former les différents acteurs et milieux au phénomène de la maltraitance. Il s'inscrit plus précisément dans la mesure 17 qui consiste à développer des outils et aussi du contenu de formation pour contrer la maltraitance. C'est intéressant de dire aussi que ce projet s'inscrit dans l'action 38 de la stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance 2022-2027, qui est portée par le secrétariat de la condition féminine et par la secrétariat des aînés en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, ces actions visent à soutenir et outiller les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui œuvrent auprès de ces personnes. Donc, je vais laisser céder la parole à ma collègue Noémie. Bonjour. Donc, la maltraitance sexuelle, c'est un des 7 types de maltraitance définis dans le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Elle doit vraiment se manifester dans une relation de confiance et elle peut être en concomitance avec d'autres types de maltraitance. On la définit comme des attitudes, paroles, gestes ou défauts d'action appropriés à connotation sexuelle non consentie qui portent atteinte au bien-être et à l'intégrité sexuelle. Elle va prendre 2 formes, soit la violence et la négligence sexuelle. La violence sexuelle, c'est des propos ou attitudes suggestifs, blagues à caractère sexuel, promiscuité, comportements exhibitionnistes et des agressions à caractère sexuel, dont les attouchements et les relations non désirées. Ensuite, il y a la négligence sexuelle, qui est la privation d'intimité, traiter la personne aînée comme un être asexuel ou l'empêcher d'exprimer sa sexualité ou son orientation sexuelle. Donc, il est important de protéger les aînés de la violence sexuelle tout en maintenant un équilibre pour respecter leurs besoins affectifs et sexuels pour ne pas faire de la négligence. Et un autre aspect important, c'est l'aspect du consentement sexuel. Donc, la maltraitance se produit lorsqu'il n'y a pas de consentement. Donc, le consentement sexuel, il doit être libre, éclairé et peut être retiré à tout moment. Il doit uniquement être donné par les personnes qui participent à l'activité sexuelle. La capacité. Donc, je vais redonner la parole à Sabrina.
selon l'enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées au Québec, donc l'IMPAC, la prévalence de la maltraitance sexuelle sous la forme de violence, notamment chez les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile, est de 0,4 %. Donc, ça représente environ 5 500 personnes aînées en 2019. Cependant, plusieurs chercheurs soulignent la possibilité que ce nombre soit sous-estimé en raison de difficultés liées au dévoilement, notamment, ou en raison de la peur de ne pas être cru, du sentiment de culpabilité ou du sentiment de honte ou de la peur du processus judiciaire qui pourrait venir avec ce dévoilement. Cette prévalence ne prend pas du tout en compte la négligence sexuelle et ni même la maltraitance qui peut survenir en milieu de vie de type CHSLD. Donc, Annie. Oui, merci Sabrina. Donc, pour vous mettre en contexte, on a d'abord fait un travail préliminaire sur les informations disponibles sur la maltraitance sexuelle envers les personnes aînées dans les formations, par exemple, de l'ENA et aussi dans la littérature grise notamment. Donc, ensuite, on a décidé d'aller un peu plus en profondeur où on percevait avoir des besoins de connaissances, dont sur les auteurs de maltraitance sexuelle et aussi un peu sur les personnes victimes. Donc, pour la revue littérature, on s'est intéressé aux caractéristiques des auteurs et des personnes victimes de maltraitance sexuelle en contexte de relations de confiance. Par exemple, on parle des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité, facteurs de protection, des approches et des motivations chez les auteurs, mais aussi du dévoilement chez les personnes victimes. Donc, aujourd'hui, on va aborder certains de ces aspects pendant notre présentation, mais avant de débuter, je tiens à rappeler qu'on présente des résultats préliminaires parce qu'on est toujours en période d'analyse. Donc, pour la revue littérature sur les auteurs de maltraitance sexuelle envers les personnes aînées, donc la recherche a été faite dans 4 bases de données, Web of Science, Medline, Sociological, Abstract et Érudit. On a répertorié un total de 1884 références. On a conservé 50 études empiriques qui tenaient compte spécifiquement de la maltraitance sexuelle dans un contexte de relations de confiance. Donc, les études allaient de 1991 à 2024 et c'est important de mentionner ici, la plupart d'entre elles avaient été menées aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez voir le graphique ici, on a 2 pics d'intérêt sur les auteurs connus par les victimes, c'est-à-dire les personnes victimes, pardon, c'est-à-dire de 2007 à 2009 et ensuite de 2020 à 2022. Pour la revue littérature sur les personnes victimes, cette revue littérature sur les personnes victimes a été menée pour valider le contenu de ce qu'on avait déjà disponible, de l'information disponible. Donc, c'est pour cette raison qu'on n'a pas été aussi en profondeur qu'on l'a fait pour les auteurs de maltraitance sexuelle envers les personnes aînées parce qu'on avait moins de connaissances disponibles sur ce sujet précis. Donc, pour cette brève revue littérature sur les personnes victimes, on a répertorié quelques études empiriques et quelques revues de littérature entre 1990 et 2025. Donc, avant de présenter nos résultats préliminaires, il nous semblait vraiment important de mentionner quelques enjeux qu'on a identifiés avec les données. Donc, d'abord, les études portent surtout sur la violence sexuelle, dont les agressions à caractère sexuel. On n'a pas identifié spécifiquement d'études qui adressaient le sujet de la négligence sexuelle explicitement. Et un autre élément, c'est la définition de la maltraitance sexuelle qui est très large, qui est aussi très large, surtout en ce qui a trait de la violence sexuelle. Donc, qui réfère, entre autres, à des blagues à caractère sexuel jusqu'au viol. Donc, comme je viens de le mentionner, la littérature porte principalement sur les agressions à caractère sexuel parce qu'on peut aussi penser que cette forme de violence a plus de chances de se retrouver, par exemple, dans des rapports de police, contrairement à la négligence sexuelle et devenir accessible aux chercheurs pour faire une étude. Un autre enjeu est celui de l'âge d'une personne aînée. Parfois, on parle de 50 ans, d'autres fois 60 ans, des fois 65 aussi. Donc, des fois, on va aller utiliser le concept de post-ménopause pour identifier une personne aînée et on réfère évidemment ici aux femmes. Le dernier enjeu qu'on voulait adresser,
c'est que les données disponibles sont souvent reliées à cette idée, à cet aspect du dévoilement. Et dévoiler la maltraitance sexuelle, c'est un enjeu majeur que Noémie va aborder tantôt. Donc, ces enjeux impliquent que pendant notre présentation, on doit tous garder en perspective que la maltraitance sexuelle est abordée principalement sous l'angle des agressions à caractère sexuel. Donc, pour débuter avec nos résultats préliminaires, les résultats préliminaires de notre revue littérature, on commence avec le contexte relationnel. Qu'est-ce qu'on note ici, c'est que les auteurs identifiés ont parfois des relations similaires avec les personnes victimes aînées, indépendamment du contexte. Et là, ici, on parle des auteurs qui sont des connaissances, des amis ou des employés de services sociaux et de santé. Donc, ces catégories d'auteurs se retrouvent dans la maltraitance sexuelle à domicile, en milieu de vie, et on parle ici par exemple d'un CHSLD, et en situation d'itinérance. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on note? C'est que les membres de la famille sont plus souvent identifiés comme des auteurs de maltraitance sexuelle à domicile. Et on parle ici de conjoints, des enfants, des conjoints des enfants et aussi des petits-enfants. Quand on regarde les auteurs en milieu de vie, là, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? C'est des résidents, des co-résidents et aussi le personnel de la résidence. Pour terminer, on parle de maltraitance sexuelle quand il y a une relation de confiance. Les inconnus ne sont pas considérés dans une relation de confiance, mais on voulait porter à votre attention qu'il y a plusieurs situations dans la littérature où la maltraitance sexuelle est commise par un inconnu. Que ce soit pour les personnes en situation d'itinérance ou, par exemple, les femmes qui vivent seules à la maison ou encore des personnes qui vivent en milieu de vie où il y aurait un visiteur qui leur est inconnu qui commettrait de la maltraitance sexuelle envers eux. Donc, on retrouve dans la littérature quelques modèles qui nous permettent de comprendre la maltraitance sexuelle. Donc, tenter de comprendre la maltraitance sexuelle, c'est aussi se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un maltraite sexuellement une personne aînée ou qu'est-ce qui amène quelqu'un à maltraiter sexuellement une personne aînée? Donc, un modèle intéressant qui a suscité notre attention et aussi qu'on utilise pour présenter, c'est celui de criminologues franco-canadiens. Donc, dans ce modèle, on met l'accent sur cette idée de situation d'opportunité. Et ça réfère à trois composantes. D'abord, un lieu criminogène ou un lieu à haut risque de victimisation. Ensuite, un auteur qui est motivé à commettre de la maltraitance sexuelle et finalement, une personne aînée qui est perçue par cet auteur comme étant vulnérable. Donc, on va discuter de ces trois composantes et en débutant avec cette idée de lieu criminogène, ensuite, on va enchaîner avec l'auteur et Noémie va aborder qu'est-ce qu'il en est de la personne qui est perçue, de la personne victime. Donc, d'abord, le lieu criminogène, ça réfère aux conditions environnementales à haut risque de victimisation. Ce lieu, c'est vraiment un facteur environnemental important dans la compréhension de la maltraitance sexuelle parce qu'un domicile ou un milieu de vie non sécuritaire ou avec peu de surveillance semblerait favoriser des situations d'opportunité pour qu'il y ait de la maltraitance sexuelle. On peut aussi avancer qu'une personne en situation d'itinérance se trouve dans un environnement propice à la maltraitance sexuelle. Donc, je vous donne un exemple ici concernant les milieux de vie. Donc, dans une situation où il y aurait un gardien de sécurité, ça pourrait décourager en quelque sorte un auteur, quelqu'un à essayer d'avoir accès à une personne qui perçoit comme vulnérable. Ou encore, si les chambres, par exemple dans un CHSLD, ne sont pas accessibles pendant la nuit, alors ça devient plus difficile pour quelqu'un d'entrer dans une chambre alors que quelqu'un dort et commettre un acte de maltraitance sexuelle. Ce qui veut dire qu'il y a des éléments environnementaux qui font en sorte qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'opportunité pour qu'un auteur puisse passer à l'acte. Donc, on comprend que le lieu où se trouve la personne aînée peut agir comme un facteur de risque, mais aussi comme un facteur de protection dans la mesure où ce lieu favorise ou limite les situations d'opportunité à la maltraitance sexuelle.
Donc, la seconde composante du modèle, c'est celle de l'auteur. Donc, dans la littérature, on a répertorié 7 facteurs de vulnérabilité présents chez les auteurs et qu'est-ce qui les motive finalement. Motivés dans le sens de c'est quoi leur but, leur intention à commettre de la maltraitance sexuelle envers une personne aînée. Et ici, je tiens à souligner que bien qu'il y ait des facteurs de vulnérabilité qui ont été identifiés chez les auteurs, pour d'autres auteurs, il n'y en avait aucun qui était présent aussi. Donc, c'est pourquoi s'attarder à comprendre qu'est-ce qui motive à commettre la maltraitance sexuelle devient pertinent. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des hommes, des femmes qui ont été identifiés comme auteurs de maltraitance sexuelle, que ce soit à domicile, en milieu de vie, bien que les hommes soient plus largement représentés comme auteurs dans la littérature. Cependant, il y a des enjeux au niveau du dévoilement chez les hommes et selon certains auteurs, ça pourrait mener à une sous-représentation de la maltraitance sexuelle envers les hommes. Ensuite, on retrouve des auteurs qui sont aussi jeunes que 10 ans et aussi âgés que 99 ans. Malgré tout, la maltraitance sexuelle semble être plus fréquemment commise par des auteurs dans leur trentaine. Cependant, il y a aussi une proportion importante d'auteurs qui est âgée de 60 ans et plus dans la littérature, donc des aînés eux-mêmes. Ici, on fait référence, on pense surtout, on fait référence aux conjoints, aux frères et à d'autres résidents. Donc, dans certains cas, il y a eu on identifie des troubles de santé mentale, des conditions psychiatriques qui ont été répertoriées. Par exemple, on parle de schizophrénie, on parle de troubles de personnalité antisociale. En résidence, on retrouve aussi des auteurs qui ont des troubles psychiatriques non traités et des troubles neurocognitifs. Et ici, par exemple, il y avait une étude qui portait sur les hommes victimes en résidence. Ceux qui ont fait l'étude ont constaté que les troubles psychiatriques non traités étaient significativement plus fréquents chez les auteurs de maltraitance sexuelle envers les hommes âgés quand on les compare aux plus jeunes. Un autre facteur de vulnérabilité identifié, c'est celui de la médication sous prescription. Par exemple, les médicaments antipsychotiques et les médicaments dopaminergiques semblent respectivement favoriser, d'une part, d'un côté, la réduction de la libido et mener à une frustration sexuelle, et d'un autre côté, certains médicaments peuvent déclencher une psychose délirante qui implique de l'hypersexualité. Il y a eu aussi de l'abus qui a été répertorié, de l'abus de substances, et on parle ici aux drogues, à l'alcool. Dans les deux cas, ça désinhibe les comportements. Il y a aussi un facteur de vulnérabilité notable qui est celui de l'historique de criminalité. Donc, plusieurs auteurs, bien que pas tous, avaient des antécédents judiciaires reliés à des infractions générales et ou des crimes sexuels similaires, dont des infractions envers les enfants. Donc, parfois même, la première infraction, qu'est-ce qui était noté dans certaines études, c'est qu'elle se faisait après l'âge de 60 ans. Donc, pour faire un lien avec les lieux criminogènes que je parlais tantôt, il y a des études qui ont souligné que des résidents ou des employés peuvent avoir un historique de criminalité, que ce soit sexuel ou non, et cet historique n'est pas nécessairement connu de tous. Donc, je vais terminer avec le facteur de vulnérabilité qui est l'historique de victimisation. Ici, qu'est-ce qui était ressorti dans des entrevues avec des gens qui ont commis de la maltraitance sexuelle? Donc, il y avait des gens qui exprimaient qu'il y avait eu des traumatismes à l'enfance, qui avaient eux-mêmes été abusés sexuellement par des hommes ou des femmes adultes. Il y avait aussi, par exemple, des gens qui ont identifié des dynamiques familiales dysfonctionnelles à l'adolescence et aussi des difficultés en tant que jeune adulte. Donc, le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est celui de la motivation. Donc, que les facteurs de vulnérabilité que je viens de vous présenter, qu'ils soient présents ou pas, chez les auteurs, ils doivent tout de même être motivés à commettre de la maltraitance sexuelle. Donc, dans la littérature, qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple? C'était le besoin de contrôle et de pouvoir. Il y avait aussi le besoin de satisfaction sexuelle. Il y avait aussi le désir sexuel envers les personnes aînées.
Il y avait la présence de colère envahissante avec l'impulsivité. Il y avait la présence d'une opportunité aussi. On retrouvait la volonté d'expérimenter et aussi le désir de vengeance. Donc, pour conclure, il n'y a pas de profil type d'un auteur de maltraitance sexuelle. Qu'est-ce qui semble demeurer important à considérer, c'est que bien qu'un auteur puisse être motivé à commettre de la maltraitance sexuelle, les auteurs, selon le modèle qu'on vous présente, les auteurs privilégieraient les conditions environnementales et les caractéristiques d'une personne qu'ils perçoivent comme vulnérable lorsqu'ils envisagent de commettre de la maltraitance sexuelle. Donc, c'est ces facteurs de vulnérabilité chez les personnes aînées que Noémie va maintenant aborder. Merci. Donc, je vais vous parler des facteurs de vulnérabilité et de risque qu'on a identifiés chez les personnes aînées victimes de la maltraitance sexuelle. Donc, dans la revue de littérature, il n'y avait pas de profil type, mais il y avait quand même certains éléments qui ressortaient plus que d'autres. Notamment en ce qui a trait aux facteurs de vulnérabilité, avoir un historique de victimisation. Donc, pour les personnes qui ont vécu de la violence sexuelle au cours de leur vie, ils avaient 60% plus de chances d'en revivre en tant qu'aînés. Et pour ici, la violence conjugale était également un facteur de vulnérabilité important. Être une femme également, par contre, on voudrait mettre un petit bémol à ça, dire qu'il y a des hommes qui sont victimes. Il y a potentiellement aussi un problème dans le dévoilement de la maltraitance sexuelle chez les hommes. Et il y avait beaucoup d'études, en fait, dont les échantillons étaient soit entièrement féminins ou ne mentionnaient pas nécessairement le genre ou le sexe de la personne victime. Avoir une incapacité motrice ou cognitive, donc par exemple être en fauteuil roulant ou avoir un trouble neurocognitif majeur étaient des éléments qui ressortaient. Et avoir un problème de santé physique, donc des troubles de vision, d'audition, des problèmes de santé chroniques également. En ce qui a trait aux facteurs de risque, il y en avait deux principaux qui ressortaient. Donc, avoir une relation de dépendance avec un auteur présumé, là, une dépendance financière ou pour les soins, ça augmentait beaucoup le risque. Et en ce qui a trait au statut matrimonial, ce qui ressortait, c'est que le fait d'être marié est un facteur de protection, sauf dans le cas de violence conjugale. Et un autre aspect qui ressortait, c'est les femmes célibataires qui habitent seules, mais c'était un gros facteur de risque. Donc, je vais repasser la parole à Annie. Oui, donc merci Noémie. Donc, pour clore sur ce modèle, on peut comprendre que les situations d'opportunité sont créées dans une interaction entre les conditions environnementales à haut risque de victimisation, un auteur potentiel et une personne qui serait potentiellement victime de cet auteur motivé à commettre la maltraitance sexuelle. Donc, ce qui semble être un facteur de risque important, c'est le lieu dans lequel se trouve la personne aînée, bien que ce lieu peut aussi être, paradoxalement, un facteur de protection. Donc maintenant, Noémie va aborder l'aspect de repérage d'indices qu'on a identifiés les indices qu'on a identifiés dans la littérature une fois qu'un auteur aurait passé à l'acte. Donc, c'est ça. Donc, c'est les indices. Un autre mot pour synonyme, ça pourrait être les conséquences. Donc, c'est important pour, en tant que professionnel ou personne qui travaille auprès des aînés, de porter attention aux conséquences émotionnelles, psychologiques et comportementales qu'on peut observer chez les aînés, surtout à une accumulation de plusieurs de ces indices et à leur apparition soudaine, qui pourrait différer du fonctionnement habituel de la personne. Donc, au niveau des indices émotionnels, il va y avoir une augmentation ou une exacerbation de la peur, de la honte, la culpabilité, la méfiance ou l'anxiété, par exemple. Et en ce qui a trait aux indices psychologiques et comportementaux, ceux-ci sont peut-être plus facilement observables. Par contre, ils peuvent facilement être confondus avec des symptômes d'une maladie, par exemple. Donc, ils sont le repli sur soi, par exemple, le fait de rester dans sa chambre, avoir une peur soudaine de certaines personnes, une peur d'avoir contracté une ITSS, un changement dans les habitudes de sommeil et ou d'alimentation, c'est-à-dire de dormir ou de manger très peu ou trop, avoir des comportements d'opposition, avoir des pleurs incontrôlables qui sont inexpliquées,
une augmentation dans l'agitation, développer des symptômes de dépression et avoir des symptômes de troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire la dissociation qui va être répétée dans le temps, une hypervigilance, donc par exemple avoir des soubresauts et également avoir de la réviviscence, c'est-à-dire avoir des flashbacks de l'événement traumatique, là, ou soit à l'état éveillé ou quand on dort, donc sous forme de cauchemar, par exemple. Il est également important d'identifier les indices physiques. Les indices physiques, donc évidemment, dépendamment de votre profession, peut-être que vous-même, vous ne pourrez pas identifier ces indices physiques-là, d'où l'importance de travailler, si possible, au sein d'une équipe interdisciplinaire. Donc, les blessures physiques augmentent les chances que les allégations de maltraitance sexuelle soient confirmées. Et lorsqu'il y a de la maltraitance sexuelle qui est vécue dans le cadre de la violence conjugale, les blessures tendent à être multiples et sévères. Il y a aussi une forte corrélation entre le niveau de violence et la gravité des blessures. Chez les femmes aînées victimes d'agressions sexuelles, plus de 50% d'entre elles ont des blessures génitales. Donc, ce risque-là est accru à cause de la ménopause. Et il peut également avoir des blessures anales. Il peut avoir des blessures au visage, au cou et à la tête, notamment des ecchymoses ou des lacérations, par exemple. Il peut avoir une perte de poids qui serait due notamment au fait d'arrêter de manger comme indice comportemental qu'on vient juste de voir. Une difficulté à uriner, de la somatisation, un diagnostic d'ITSS et finalement la mort qui pourrait d'une part survenir comme lors d'un homicide en même temps que l'agression sexuelle, mais également il y a une étude qui mentionnait que 50% des victimes d'agressions sexuelles qui se passent en milieu d'hébergement vont malheureusement décéder dans l'année suivante. Maintenant, je vais vous parler des enjeux qui sont liés au dévoilement. Donc, qu'est-ce qui fait que le dévoilement est plus difficile et qu'est-ce qui va faire qu'on va minimiser ou invisibiliser la maltraitance des aînés? Et ça à plusieurs niveaux. Je vais commencer par le niveau sociétal. Donc, au niveau de la société, il y a le mythe que la sexualité ou la maltraitance sexuelle des personnes aînées sont inexistantes, parce que ces dernières sont souvent considérées comme asexuées ou dépourvues de désirabilité sexuelle. Il peut également y avoir des difficultés de dévoilement chez les hommes à cause de certaines normes sociales. En ce qui a trait aux institutions, il y avait plusieurs données intéressantes qui sont ressorties. D'abord, il y avait moins de chances que les cas de maltraitance sexuelle soient confirmés en hébergement lorsque l'auteur présumé est un employé, parce qu'il y a plus de représailles et c'est plus difficile de mettre en place des mesures disciplinaires envers un employé que de déplacer un résident dans une autre unité, par exemple. Le signalement, lorsque le signalement est fait à plus de 3 jours après les faits, il y a une détérioration des preuves, il y a une perte de mémoire également. Et quand la maltraitance sexuelle est sans contact et qu'il n'y a pas de preuves qui sont visibles, c'est plus difficile de confirmer les allégations. Maintenant, à ce qui a trait aux enjeux liés directement aux victimes elles-mêmes, la victime peut avoir des obstacles physiques ou cognitifs qui vont lui empêcher de dévoiler la maltraitance, notamment l'aphasie, les troubles neurocognitifs majeurs. Il peut y avoir des pertes de mémoire qui sont liées aussi au trauma. Donc, c'est d'où l'importance de bien identifier les indices qu'on a mentionnés précédemment, parce que peut-être que c'est grâce à ces indices-là qu'on pourra le détecter, en fait, repérer la maltraitance. La personne peut également aussi avoir une mauvaise compréhension de la maltraitance sexuelle et du consentement sexuel, avoir une relation de dépendance avec l'auteur. Donc, il peut avoir peur des représailles si elle dévoile. Il peut avoir des sentiments de honte, de culpabilité, d'incrédulité qui peuvent nuire à leur capacité d'exprimer leur expérience. Et je vais expliquer, dans le bas, il est écrit « cumul des expériences et traumatismes ». Mais ça peut s'expliquer de 2 façons. D'abord, la personne victime pourra avoir une mauvaise expérience de dévoilement dans le passé, ce qui va peut-être l'empêcher de redévoiler une prochaine fois. Et d'autre part, elle peut également avoir vécu plusieurs épisodes de violence ou de maltraitance au cours de sa vie, ce qui va amener à une certaine normalisation de la maltraitance sexuelle. Et finalement, les personnes qui reçoivent le dévoilement peuvent aussi avoir des obstacles.
Notamment, elles peuvent ressentir les mêmes sentiments de malaise, de honte ou de culpabilité, et ce qui va faire qu'ils vont minimiser ou même nier les allégations d'agression sexuelle ou de maltraitance sexuelle. Et une autre donnée intéressante qu'on a lue dans une étude, c'est que les intervenants qui travaillent beaucoup en maltraitance sexuelle l'identifient moins bien. Et ça serait l'hypothèse qui avait été émise dans l'étude, c'était que c'était probablement dû à la fatigue de compassion. Je vais maintenant vous entretenir rapidement sur qu'est-ce qu'on peut faire face à la maltraitance sexuelle. Donc, d'abord, c'est d'avoir une posture réflexive, de reconnaître c'est quoi nos propres biais, c'est quoi nos propres émotions, c'est quoi, est-ce qu'on ressent un malaise par rapport à la maltraitance sexuelle pour pouvoir accueillir un dévoilement avec empathie et sans jugement. Il faut également avoir une observation attentive des indices subtils de la maltraitance sexuelle qu'on pourrait sinon minimiser ou mal interpréter. Il faut rester à l'affût des indices et bien les documenter. Donc, ça pourrait être utile pour un signalement potentiel. Il est vraiment important de rappeler également que toute maltraitance, même s'il y a un soupçon de maltraitance également, ça doit être signalé. Donc, ça doit être signalé de manière volontaire ou obligatoire selon la situation. Et vous pouvez également obtenir du soutien clinique en appelant la ligne Aide maltraitance adulte aîné. Et en dernier lieu, si la maltraitance sexuelle est d'ordre criminel, vous devez contacter la police. Sur ça, je vais redonner la parole à Sabrina. Oui, merci beaucoup, Noémie. Donc, dans la littérature, on a également pu prendre en note des considérations futures pour l'intervention, notamment au niveau de la sensibilisation de divers publics, à la fois à la notion de consentement, à la notion de violence et de négligence sexuelle envers les personnes aînées. Bien entendu, la formation qui va permettre la reconnaissance, le repérage et l'intervention, ainsi que la mise en place de stratégies organisationnelles pour prévenir ce type de maltraitance, mais aussi savoir comment y faire face. Bien entendu, il y aurait énormément d'autres considérations futures pour l'intervention. On vous en nomme que quelques-unes aujourd'hui. Considérations futures pour la recherche également, on constate qu'il y a énormément à faire, notamment au niveau de la négligence sexuelle, au mécanisme de dévoilement, au consentement, spécialement auprès des personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. On a encore beaucoup à faire pour comprendre le vécu des personnes victimes, le vécu des proches, le vécu des auteurs, mais aussi le vécu des intervenants. Et puis, pour mieux saisir également les stratégies d'intervention qui sont adoptées dans de telles situations. Et bien entendu, plusieurs autres éléments pertinents qui pourraient ou qui pourront être faire l'objet de recherche. Pour conclure, ce projet de revue de la littérature s'inscrit dans un projet plus large. Donc, on a créé un outil de repérage des situations potentielles de maltraitance envers les personnes aînées. Donc, on a fait une première phase de consultation auprès des experts en intervention auprès des personnes victimes de violences à caractère sexuel. Et on a une nouvelle version de l'outil, puis on va rentrer en phase 2 de validation de cet outil. Donc, on est à la recherche de personnes, donc intervenants psychosociaux, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmiers, infirmières, qui travaillent dans des organismes communautaires auprès des personnes aînées. Donc, on débute cette phase 2 avec les personnes qui travaillent dans des organismes communautaires, mais on ira également dans le réseau de la santé et des services sociaux dans différentes régions du Québec. Ça va se passer probablement plus tard en 2025. Donc, l'implication qu'on demande dans le cadre de ce projet de recherche, c'est d'utiliser l'outil pendant une période approximative de 3 mois auprès de votre clientèle. Et à la fin de cette période, vous aurez à remplir un court questionnaire qui concerne notamment la compréhension, l'utilisation que vous en avez fait, aussi la sensibilité de l'outil.
Puis, il y a également la possibilité de participer à un entretien individuel qui est celui-ci facultatif, mais ça permet d'aller plus en profondeur sur l'utilisation, mais aussi sur les termes employés. On sait que c'est un sujet qui est sensible, donc on veut arriver à avoir l'heure juste sur la façon d'utiliser les termes, mais aussi la façon de présenter l'outil par la suite. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite soit à scanner le code QR, soit à nous écrire à Noémie Giguère ou à moi-même, Sabrina Lessard, ou encore Noémie devrait avoir mis le lien vers le formulaire de sondage, là. Alors, on invite les gens à juste donner vos noms, vos coordonnées, vos commentaires au besoin, puis on vous contactera à la fin de l'été pour pouvoir débuter l'utilisation de cet outil à partir de septembre 2025. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Un immense merci à tous et à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été présents et de votre engagement. On était tout de même tout près de 500 là, au plus haut de notre présentation. Merci, Mesdames Dugrégès, pour votre précieuse collaboration et votre partage d'informations. Merci à tous pour votre implication et de contribuer à faire avancer la lutte contre la maltraitance au quotidien. La présentation de ce midi démontre à quel point la maltraitance sexuelle peut avoir plusieurs enjeux et nécessite beaucoup de nuances. Nous invitons à jamais rester seul face à des situations et à aller chercher du soutien clinique pour en discuter, même quand on est des intervenants d'expérience. C'est ensemble qu'on fait une réelle différence. On en profite aussi pour vous rappeler que le 18 juin prochain, on a le webinaire de la Chaire de recherche de lutte contre la maltraitance en lien avec la maltraitance mutuelle dans le contexte de proche aidance. Vu le très grand nombre de personnes qui se sont inscrites actuellement, le lien Team ne fonctionne plus parce qu'il a atteint le maximum d'inscriptions, mais la Chaire de recherche a rendu disponible un lien YouTube que vous pourrez vous joindre là, sans inscription que je vous ai partagé dans le fil de discussion. Donc, vous pouvez vous joindre le 18 juin à midi. Sinon, on se revoit l'année prochaine lors de nos prochaines webinaires. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci tout le monde.